Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera ici de Bitcoin dans un premier temps, avec des premiers signes de faiblesse qu'on a vu hier qui se confirment un peu aujourd'hui. On aura le temps d'en reparler. On verra Ether, Hyperliquid, les annonces économiques qui sont sorties aujourd'hui, qui sont les plus grosses annonces de cette semaine. On parlera bien sûr du marché US et ensuite les trois actifs du jour que vous m'avez demandé d'analyser qui sont juste ici. Allez, je commence directement par le BTC. On a eu hier une mèche haute avec une clôture. Pendant la vidéo d'hier, je vous disais qu'on attendait surtout la clôture pour affirmer si on avait un premier signe de faiblesse. Pour moi, ici, il est confirmé. Alors, c'est pas un signe de faiblesse qui nous dit, ça y est, top de marché long terme, on retourne chercher les 60 000 $, pas du tout. Mais en tout cas, c'est un premier signe qui nous dit, on va sûrement consolider quelques jours. Je dis pas qu'on va consolider 3 mois, mais on peut rentrer ici dans un petit range ou un petit retracement. Le fait d'avoir une mèche haute ici, en plus sur un niveau de résistance comme ça nous montre que on a des acheteurs qui ont tenté de pousser là. Il y a eu une phase où on peut le voir sur des plus petites unités de temps. Dans cette phase-là, pendant la journée, ils ont tenté de break à la hausse. Il y a eu un échec avec ici l'offre qui a été supérieure à la demande, qu'on voit avec ce M-top, ce qui nous indique tout simplement que des vendeurs se sont manifestés et les acheteurs n'ont pas été plus puissants que les vendeurs. Donc ça nous indique que cette zone-là des 80 000 $, pour le moment, elle est défendue. Alors c'est pas pour ça que les vendeurs reprennent le contrôle. On a toujours un momentum bullish. Si je mets le MACD à ce niveau-là, on le voit en daily, on est toujours bull, les moyennes mobiles sont toujours orientés à la hausse, on a un price action qui est bullish, il n'y a rien qui nous montre que pour le moment, c'est un top de marché moyen-long terme. Mais en tout cas, premier signe de faiblesse sur du court terme. Ce qu'il va falloir regarder, c'est cette phase de latéralisation, comment elle se comporte. Ok, on a un premier rejet sur cette zone-là. On est en train de marquer sûrement un range entre deux extrémités. Si vous avez du mal, vous pouvez utiliser ici un volume profile. Alors moi, il est déjà en favori, mais ceux qui veulent aller le chercher, vous allez ici et vous le prenez à ce niveau-là. Profil de volume à gamme fixe. Vous cliquez sur l'étoile pour le mettre dans vos favoris et à ce niveau-là, ensuite, vous pouvez le tracer. Donc là, vous avez vos extrémités de range. Tant qu'on commence pas à trop déborder, globalement, tant qu'on ne passe pas sous cette zone-là, il n'y a rien d'alarmant, ok. C'est-à-dire sur du court terme, c'est toujours une dynamique qui est globalement haussière, même s'il y a des petits signes d'affaiblissement. Voilà, on a perdu de 15 minutes, on va peut-être aller chercher ici le tunnel 1 heure en confluence avec ce bas de range, en confluence avec la zone qu'on vient de dessiner, etc. Voilà, c'est un niveau d'intérêt où on veut des acheteurs qui se manifestent, parce que si on commence à aller bien plus bas et à casser ce point d'intérêt, là, sur du court terme, il y aurait des dégradations et on peut s'attendre à aller plus bas, avoir une correction, par exemple au niveau des 71 500 $. Ça sera un niveau intéressant, surtout qu'on aura une confluence tunnel daily et tunnel 4 heures. On n'en est pas encore, mais en tout cas, c'est la prochaine zone à aller chercher si on perd cette zone-là. Je suis pas bearish pour autant, c'est-à-dire quand je vous dis ça, vous savez, il y en a beaucoup qui vont commencer à vous dire, on va aller chercher les 200 000 $, to the moon, etc. Moi, le plus important, c'est toujours de savoir où est-ce que j'invalide, où sont les zones où, si on les casse, il y a des dégradations. C'est toujours, au lieu de chercher à tout prix savoir combien je vais gagner, c'est aussi de me dire, ok, combien je peux perdre si le marché va là. Quand je prends un trade, la plupart des gens, l'erreur qu'ils font, c'est de se dire, ah, si je TP ici, je vais prendre 300, 400, 500 balles, voire plus, ok. Ça, c'est une erreur classique. La première chose que vous devez regarder, c'est, ok, combien je perds si je me prends un stop loss? Est-ce que je perds 200, 500, 1000, 2000, 3000? Alors là, je parle en monétaire, on parle souvent en pourcentage, 0,5%, 1%, etc. Ça, c'est le point le plus important. Le TP, c'est secondaire, faut pas l'oublier, mais le stop loss, l'invalidation, ok, c'est l'élément le plus important. Je pensais avant de faire cette vidéo, je serais curieux si vous pouvez me le mettre en commentaire, d'avoir votre balance cash crypto suite à ce pump et de savoir si elle a varié suite à ce pump. Enfin, est-ce que vous avez tout simplement renforcé? Je prends un exemple tout simple. Moi, avant ce pump, ma balance cash crypto était globalement de 40-60. Donc ça veut dire j'avais 40% d'exposition en crypto, 60% d'exposition en cash, ok. J'ai fait des renforcements de position sur Hyperliquid et sur BTC. Actuellement, je suis globalement à 55-45. Voilà. Donc ça, voilà. Si vous pouvez me mettre en commentaire, si vous voulez participer au jeu, ce qui va me permettre de, demain on pourra en reparler en vidéo, de voir l'évolution de vos balances cash crypto. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont trop exposés, sous-exposés,
qui sont dans la moyenne. Voilà, ça c'est des questions que je me pose. Ça me permet de voir également le comportement, la psychologie de marché. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont renforcé? Est-ce qu'il y en a qui ont pas du tout renforcé? Voilà, ça c'est une question que je me pose. Je vois avec cette psychologie de marché que je peux voir sur les réseaux, je pense qu'il y en a très peu qui ont renforcé parce que le marché est parti très vite, mais je serais quand même curieux d'avoir votre évolution de votre balance cash crypto. Si vous pouvez mettre un petit commentaire, 3 petits mots, histoire de voir, c'est toujours intéressant. Voilà là-dessus globalement sur le BTC, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Ah, j'ai vu, on avait retrouvé, ça fait très longtemps. Je vais aller les chercher. On a retrouvé des spreads positifs. Alors, on y est resté très peu. Hein. C'était la journée ici du 22 août. C'était à ce niveau-là. On a retrouvé ici un spread positif sur le BTC. Alors les spreads, je les avais pas trop regardés depuis un moment, je les regarde assez rarement parce que c'est souvent en bull market qui sont intéressants. Les spreads, c'est quoi? Si on prend ici le contrat perpétuel de Binance, on peut prendre d'autres exchanges, hein, mais on prend en tout cas 2 exchanges, c'est le contrat perpétuel de Binance, on le soustrait par le contrat spot de Binance ici, et le but c'est d'avoir un spread qui va être mesuré avec cette soustraction et de voir si on évolue au-dessus des zéros, ça veut dire qu'on a un prix du contrat perpétuel qui est au-dessus du contrat spot, hein. Donc on a ici le perp qui est au-dessus à ce niveau-là, et quand on est en dessous de cette zone-là, ça veut dire qu'on a ici un perp qui est en dessous le contrat spot. Et ça nous permet de savoir est-ce que on a une demande importante sur les contrats perpétuels. Quand on commence à avoir un spread au-dessus des zéros, c'est-à-dire que les gens vont beaucoup plus spéculer sur le contrat perpétuel que sur le contrat spot. Et souvent, quand on est en bull market, là pour le moment, on y a été très peu de temps, mais vous voyez que ça nous montre quand on a des phases d'euphorie. Et ça, si on compare avec le price action, c'est souvent des zones de bottom. Mais en tout cas, voilà, on est repassé légèrement au-dessus. Ça faisait très longtemps. Ça faisait 1 an, à peu près juillet 2025 la dernière fois. Et voilà, en tout cas, c'était intéressant de le mentionner. J'ai pas grand chose à dire de plus sur le BTC. Si j'avais un trade que j'ai clôturé à break-even, je vous avais partagé ce trade hier, qui s'est soldé par un break-even. Quand on était parti ici, je vous avais dit que je montais mon stop loss à BE. Je me suis fait sortir sur cette bougie. Donc voilà, premier trade après ces vacances-là et cette reprise, hein, tout simplement, qui se solde par un BE. Et j'ai envie de dire tant mieux, hein, parce qu'on voit que le price action pour le moment, il est pas terrible. Et sinon, j'aurais pris tout simplement un stop loss. Donc voilà, trade en mode continuation de tendance, où là, on a une fin de tendance sur du court terme. On le voit, vu qu'on perd le 15 minutes et on a un 3 minutes qui passe sous le 15 minutes. Ça fait longtemps qu'on n'était pas passé en dessous, puisque la dernière fois, c'était à ce niveau-là, 15 août, et après le 3 minutes est passé au-dessus, et on a toujours eu le tunnel bleu au-dessus du 15 minutes. Donc c'est pour ça que je vous parle de dévariation, c'est pas la fin, mais on va rentrer dans un range et on perd le momentum qu'on a eu pendant plusieurs jours ici, qui était assez important. Voilà globalement sur le BTC. Au niveau d'Ether, c'est globalement similaire, c'est une phase de latéralisation. Pareil, on peut faire le même taf, hein, c'est-à-dire que on prend notre volume profile, on dessine notre range, et voilà, on voit très bien où sont nos extrémités. Idéalement, sur Ether, faudrait pas passer sous ce bloc-là. On peut revenir faire des mèches, on peut revenir légèrement à l'intérieur, mais si on commence vraiment à s'y installer, comme ça, et là on serait sur la sortie de cette zone de réaccumulation. À partir du moment où on est dans un range précédé par un pump, on part du principe que on est en train de réaccumuler pour faire un plus haut. Bon, en tout cas, c'est ma façon de procéder. Je pars toujours du principe que si j'ai un range qui est précédé par une impulsion haussière, ce range-là a plus de chances de casser à la hausse. C'est-à-dire que là, je pars du principe qu'on réaccumule pour aller plus haut. Maintenant, comme d'habitude, j'ai des invalidations. Je sais où, si le marché va, il n'est pas censé y aller dans une phase de réaccumulation. Et s'il commence à s'installer sous cette zone-là, c'est-à-dire que si je vois quelque chose comme ça, voilà, alors je vais le redessiner, ça va être plus simple. Si je vois quelque chose comme ça, on rejette, on refait des plus bas, là je me dirais ok, là on a un signal pas terrible, on perdrait sûrement le 1 heure, et là dans ce cas-là on peut s'attendre à une correction un peu plus importante, revenir chercher les $2100, tunnel 4 heures, tunnel daily, d'un point de vue price action, c'est plus un niveau clé, les 2100. Ouais, si on a quand même toute cette zone là, si je reprends mon volume profile, on voit c'est notre précédent value area high de ce range là, donc d'un point de vue price action, c'est quand même un niveau important. Donc là, on a deux zones, cette zone là, ici, et si on la perd, ça sera cette zone là sur Ethereum. Maintenant, tant qu'on ne perd pas un niveau, on part jamais du principe qu'un niveau va être perdu. Non, ça c'est une erreur. Quand vous avez un niveau, quand vous tracez un niveau, peu importe, que ce soit des points pivots, que ce soit des tunnels, des niveaux de support ou de résistance, un retracement de Fibonacci, ne voyez pas ce niveau comme un aimant. Il y en a beaucoup qui font cette erreur-là, de se dire, ah bah tiens, j'ai tracé mon Fibo, ah bah le marché, il va aller sur les 0,382, ou il va aller
sur les 0,118. Non, les niveaux que vous tracez, ce ne sont pas des aimants, c'est pas quelque chose qui va attirer le prix. Et vous ne devez pas vous dire, tiens, je short ici parce que j'ai tracé mon Fibo et on va retourner chercher ce niveau-là. Pas du tout. Par contre, vous devez procéder en mode, ça c'est des niveaux où si on y va, je ne sais pas si on va y aller, mais si on y va, c'est un niveau qui va m'intéresser. On voit que j'ai parfaitement une confiance en plus avec les 0,518. C'est comme ça que vous devez procéder. Les niveaux que vous tracez, ce ne sont pas des aimants, ok? C'est juste des niveaux d'intervention où si on y va, là oui, ça peut être intéressant de s'y pencher dessus. Donc sur Ether, dans tous les cas, on a quand même un niveau clé pour moi sur du court terme qui est plus important que le BTC parce que c'est la confluence d'un niveau quand même moyen long terme qui est ce niveau de résistance qu'on a cassé qui fait maintenant office de support. Si je regarde ETH-BTC, on est sur un retracement. Pour le moment, rien d'alarmant. On revient chercher le tunnel 1 heure. De toute façon, je vous ai dit, le cas très grave sur Ether face au BTC, c'est si on repasserait ici, sous ce niveau-là. Au niveau d'Hyperliquid, on a fait un nouvel ATH encore aujourd'hui, mais à nouveau une réaction vendeuse. On voit que le niveau des 83, il est pareil, pas mal défendu. Donc là, on va être dans une petite phase de compression entre ces précédents niveaux. On a fait des ATH à ce niveau-là, c'est des sommets assez importants, et globalement, cette zone-là. Si on zoome, on le voit bien, c'est notre bad range ici, et notre odd range. Donc si on réintègre tout ce qui revient chercher cette zone-là, ça va, rien d'alarmant, c'est un bad range, confluence tunnel 1 heure, pas de souci. Si on commence à perdre ce niveau, bah là on peut se rendre au tunnel 4 heures. Bien sûr, on va évoluer avec le temps, donc il faudra voir au moment de la cassure où sera le tunnel 4 heures, mais ça sera la zone à surveiller. Après, Hyperliquid reste fort, même sur des journées comme ça, vous voyez, où BTC retrace, bah, il continue de surperformer le BTC. On n'est pas loin d'aller faire ici des nouveaux plus hauts. Donc voilà, Hyperliquid, ça reste une crypto forte qui, je pense, fera à nouveau un ATH face au BTC, un ATH face au BTC, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Hyperliquid surperforme le BTC. Des moyennes mobiles toujours orientées à la hausse, on a fait une très bonne clôture weekly, il n'y a rien d'alarmant. C'est important de dissocier le court, le moyen et le long terme. Quand je parle là qu'il y a des signes de faiblesse, de retracement, c'est vraiment sur du court terme. Et on le constate, on l'a constaté hier, on le constate encore aujourd'hui. Ça va peut-être être le cas demain, puis après peut-être vendredi on aura un gros pump, parce que la tendance de fond moyen long terme est en train de repasser bullish, donc automatiquement les unités de temps plus longues dominent les unités de temps courtes. Si vous avez sur du 5 minutes une structure vendeuse, type M-top, mais que sur du daily weekly, vous avez avant, ici, à l'intérieur, enfin, ça c'est zoomé, une plus grosse structure, bah, la plus grosse structure en daily weekly domine le M-top en 5 minutes. Ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc voilà, quand je parle de retracement, de signes de faiblesse, comme on l'a vu, comme je l'ai dit encore une fois hier, c'est globalement sur du court terme. Pour le moment, moyen long terme, il n'y a pas de signe de réintégration ou de faiblesse, ce qui pourrait être le cas si, comme je l'ai dit, sur Hyperliquid, on commence à passer en dessous de cette zone-là. Pas de trade de mon côté sur Hype pour le moment. J'ai pas spécialement eu de setup qui se sont exécutés. Voilà de ce côté-là. Au niveau du marché US, on a eu des annonces, donc PCE, PIB, totalement conformes aux attentes. Donc en général, quand c'est conforme aux attentes, pas trop de volatilité. Faudra surveiller ici au niveau des probabilités des taux si ça bouge, mais pour le moment, on price toujours environ 60% pour la prochaine réunion FOMC. Là, 60% de chance d'avoir aucune variation au niveau des taux, 3,50, 3,75, et il faudra voir pareil, 28 octobre, vous voyez, hop, au final là, on price à ce niveau-là peut-être 2 hausses des taux, mais alors on price à 10%, principalement là, on y va pour 45% à avoir aucune hausse des taux à nouveau, et comme je vous l'ai dit, je pense que cette fin d'année, on ne va pas bouger les taux. Voilà, déjà, on priçait une hausse des taux pour octobre, de mémoire. Je peux regarder ici avec l'historique. Octobre. Hop là. Il y a un moment, il me semble qu'on priçait, sauf si je me suis trompé. C'était dans cette zone-là, là, où on priçait globalement à ce niveau-là, voilà. On priçait une hausse des taux bien plus important que, des probabilités plus importantes d'avoir une hausse des taux que rester à 3,50, 3,75. Puis là, c'est en train de bouger doucement. Donc, ça me surprendrait pas que même au mois de décembre,
on n'a pas eu une hausse des taux. Il y a une différence entre les projections qu'il y a et ensuite plus on se rapproche de ces projections, la réalité qui revient à l'évidence. Et quand je vois les annonces, quand je vois comment le marché se comporte, on voit que plus le temps passe et plus on price juste des taux qui ne vont pas spécialement bouger. Puis en plus on n'a pas au niveau des chiffres de l'inflation, c'est pas spécialement au-dessus des attentes, donc ça aurait pu être pire clairement aujourd'hui. Ça aurait pu être mieux certes, mais là pour le moment c'est conforme aux attentes. Donc marché US plutôt calme. Et range, on le voit bien en 1 heure, toujours baissier court terme, tunnel 1 heure orienté à la baisse, dans un range, avec le 4 heures qui fait office de compression, alors on le voit bien, le 1 heure qui fait office de résistance, le 4 heures qui fait office de support, la compression va être très importante, va falloir surveiller ici la résolution de cette compression. Si on a une résolution à la hausse, c'est très simple, hein. Objectif au moins zone de rechargement de short. Et si on n'a pas de réaction vendeuse, c'est directement l'ATH. Si par contre on commence à casser à la baisse, le tunnel 4 heures, on a quand même ce niveau intermédiaire qui est légèrement plus bas. Mais après, c'est un retour bas de range, hein, pour moi, en confluence avec le tunnel daily. Donc affaire à suivre, si on a de la volatilité en cette fin de semaine, comme je l'ai dit, il n'y a plus trop d'annonces à venir. Ouais, demain, inscription hebdomadaire au chômage, mais c'est pas ça qui va créer énormément de volatilité. Nasdaq, c'est globalement similaire, faible volate, mais on est passé sous le 4 heures, sous le 1 heure. Ça, je l'ai dit, Nasdaq beaucoup plus faible. De toute façon, les indices sont plus faibles. En plus, on a les résultats de Nvidia qui arrivent. Ça, oui, ça peut créer de la volate. Je parlais d'annonce, mais on a les résultats de Nvidia qui arrivent. Donc là, ça peut créer de la volatilité en fonction si on a des résultats qui sont mieux que ce qui a attendu. Donc ça, va falloir surveiller. Je l'ai pas mentionné, mais oui, c'est un point important. Je viens tout juste de m'en rappeler. Et ça, Nasdaq, SP500, crypto, tout ça, ça peut créer énormément de volatilité en fonction des chiffres qui vont être publiés. On m'a demandé une analyse de l'or. On peut en parler un peu. Alors, l'or, on a un rebond. On est revenu chercher globalement son chiffre rond psychologique des 4000. Rebond ici avec une structure en W. On est repassé au-dessus du tunnel daily, donc c'est pas trop mal. Et là en fait on est en train de retester ce V-top mensuel. Donc on voit que de base c'est un V-top weekly qu'on reteste pour transformer ça en M-top. Mais un M-top weekly c'est souvent un V-top mensuel. Faudra voir si on le reteste. Est-ce que c'est pour transformer ça en M-top mensuel et connaître un retracement un peu plus important, ou alors un gros range. Bon, ça on le verra. Dans tous les cas, il faut surveiller si on retrace comme d'habitude notre zone de rechargement de short, toujours un niveau très intéressant. Là on est en train de batailler sur les 0,382, on les a cassés. Logiquement 0,382 qui casse, hein. Le prochain objectif c'est les 0,518 de Fibo. Pour le moment c'est une trend qui est haussière, on le voit bien avec ce range qui a été cassé par le haut, une dynamique haussière, et ici des creux et des sommets de plus en plus haut pour le moment. Maintenant, je pense pas que l'or va spécialement repartir en ATH, on avait quand même bien retracé, moins 30%. Historiquement, l'or c'est du moins 40% en bear market, hein, grand maximum, moins 44. Donc si vraiment on se projette, on se dit l'or retrace, hein, il ira prendre sous des 3000. Très peu probable. Donc voilà, tout ce qui revient chercher 3005, 3007, c'est toujours des zones intéressantes. Allez, au niveau des actifs, là que vous m'avez demandé d'analyser, j'ai une analyse de Uni. Uni, la charte elle est pas terrible, vous voyez, je préfère clairement la charte de AVE, que j'analyse juste après, donc on pourra en parler. Pourquoi je les compare les deux? Souvent les compare, ça reste des projets assez similaires dans la DeFi, etc. Donc souvent les compare, même s'ils fonctionnent pas de la même manière. Moi, ce que j'aime pas, c'est d'un point de vue price action. Sur Uni, on est quand même passé sous un gros niveau. Si je mets ici un volume profile, on le voit bien, on est passé sous la value area low. Alors j'ai tracé jusqu'au bout, je peux m'arrêter ici, ça va pas changer grand chose dans tous les cas, mais on est passé sous la value area low et pour le moment on est pile poil sur cette zone de résistance. Donc soit on réintègre, et dans ce cas-là c'est bullish. Si on fait ça, c'est bullish. On peut clairement aller chercher l'extrémité opposée des $11 avec des niveaux intermédiaires quand même. On n'y va pas en ligne droite, hein, mais c'est quand même bullish. Mais pour le moment on est sur un niveau de résistance, donc on ne peut pas prévoir à l'avance qu'un niveau de résistance va casser. Ce qui est plutôt pas mal quand même, c'est qu'on a ici cassé le tunnel daily, on est passé au-dessus, et maintenant il faudra pas repasser en dessous. Donc les prochains jours, il va falloir surveiller cette zone-là. Je vais la mettre en rouge. Qui est notre précédente value area low. On voit qu'on s'est arrêté pile poil 2 fois dessus. Ok, donc c'est un niveau clé. Et globalement, à veiller à ne pas repasser sous cette zone-là.
Pourquoi? Parce qu'on a ici une imbalance, on passerait sous le tunnel daily, sous le tunnel 4 heures, on a un niveau clé, si je veux l'affiner, qui est ici. Donc voilà, signal bullish si on passe au-dessus de ce niveau-là, signal assez bearish si on passe en dessous. Alors, on en est loin quand même, faudrait faire un moins 20%, mais c'est toujours bien d'avoir comme ça des polarités et se projeter pour la suite. Bon, dans tous les cas, c'est pas le type de price action moi qui m'intéresse pour me positionner. On n'a pas fait grand-chose en plus en 2024 à ce niveau-là. On a quand même pump, mais x4, bon, on a connu mieux sur des altcoins, on a connu pire aussi, mais on a connu mieux. Et au final, on est juste venu retester le M-top mensuel ici. Vous voyez, une autre ligne de coup, on est venu la retester. Donc non, pas une charte moi qui m'intéresse, qu'on fait des plus bas. Ici, si je me mets en logarithmique, on voit que c'est un M-top, un plus gros M-top, hein, trimestriel, sommet creux, sommet plus bas, break, on reteste. Bon, pour le moment, c'est pas le genre de charte où j'ai envie de me positionner. AVE, c'est mieux. Je vais pas dire que c'est la charte la plus bullish, mais AVE, c'est mieux. Pour la simple et bonne raison, c'est en plus, on l'avait vu, hein, une analyse assez parfaite sur AVE, c'est que qu'on avait réintégré ici. Je vous avais dit, l'objectif, il est très simple, aller chercher l'extrémité opposée. Hein. C'est globalement que ce gros range que je surveillais, hein, extrémité haute vers les $115 à peu près, 110, 115, extrémité basse vers les 60, au plus bas 50, on réintègre extrémité opposée. Quand on va chercher l'extrémité opposée, ce qu'il faut surveiller, c'est est-ce qu'on a une réaction acheteuse. Si on a une réaction acheteuse, la prochaine zone, elle est où? Revenir chercher l'extrémité haute. Alors, on l'a clairement cassé, donc là, on est clairement sur une réintégration. C'est plutôt pas mal. On a en plus une structure en W à ce niveau-là. On est passé au-dessus du tunnel daily, donc ouais, le signal, il est plutôt pas mal. Maintenant, va falloir voir, on pull back. Si on pull back, on peut revenir chercher les $115, hein, y a pas de mal. Ce serait un pullback cohérent sur un niveau clé. Hop, que je peux mettre en vert d'ailleurs. Par contre, faut pas réintégrer. Hein. Si on commence à passer sous les $100, on serait sur une réintégration assez forte. Là, on serait sur un piège et on pourrait revenir rechercher les $60. Par contre, tant qu'on ne fait pas ça, on part toujours du principe que le break qu'on encourt, il est réel. Après, AVE, même si j'ai une préférence pour hyper liquide, que ça soit sur tous les critères, hein, tokenomics, techniques, etc., AVE reste quand même un bon projet. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas hyper liquide, je pourrais dire que AVE, c'est je vais pas dire le meilleur projet, mais ça reste un projet qui génère du revenu, qui est assez constant, qui est assez connu quand même. Peut-être pas au point de être beaucoup investi dessus, mais ça pourrait rentrer dans mon portefeuille. Maintenant, bon, il y a Hyperliquid, je préfère clairement le business de Hyperliquid et comment ils sont en train de le gérer. Mais ça pourrait faire un ATH AVE, ça me surprendrait pas. Moi personnellement, demain on a un cycle haussier, AVE faire un nouvel ATH, ça me surprendrait pas. Et en plus, j'en parlais lors du dernier cycle, on n'a pas fait un nouvel ATH, on a, comparé à Uni et d'autres cryptos, on a quand même fait un x6. Ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Et là, on m'a demandé une analyse de XAAOI, qui est sûrement une nouvelle crypto, sauf si je la trouve ailleurs. Elle est peut-être uniquement sur OKX. Alors, XAAOI. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai pas. J'ai raté peut-être quelque chose là, dans l'analyse qui m'a été demandée. Ah non, ok. Ouais, on m'a demandé une analyse d'action, je pense. Bon, à confirmer, la personne qui me l'a demandé, qu'elle me le dise en commentaire. Mais j'ai dû prendre une crypto alors que... Ouais, ok, je pense que OKX, il réplique l'action. Il y a de grandes choses. Alors, d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un M-top. Et on est venu retester la ligne de coup. Ça, c'est une pattern bearish. Comment je le vois? Tout simplement des sommets, des creux de plus en plus bas. Sommet, creux, sommet plus bas que le précédent. Break à ce niveau-là. Retest, rejet. Et ça, c'est bearish, hein, le fait de retester la ligne de coup. Donc là, on a vu que la structure, on l'a retesté, il y a une réaction vendeuse, c'est-à-dire que globalement, dans toute la zone des 150 aux $230, les vendeurs sont présents. Ils ont fait un M-top, ils sont manifestés au moment du retest de la ligne de coup. Les vendeurs sont présents. Maintenant, ce qu'il faut surveiller, c'est que là, il y a des acheteurs qui sont manifestés, pas n'importe où, ok, sur cette précédente zone ici de demande. Il y a un V-bottom, on est en train de le retester, on reteste cette zone d'imbalance. Si on doit marquer un bottom, c'est ici. C'est vraiment là où on se trouve. On voit qu'il y a une zone d'imbalance. Si je trace un Fibo, on va être pile poil sur nos 0,78. Là, c'est vraiment une zone intéressante. Si on n'arrive pas à poser un bottom ici, je pense qu'on peut aller bien plus bas. Et si on commence à casser cette zone des $80,
le prochain palier, c'est globalement les $40. Donc il y a quand même un sacré gap ensuite. Donc là, il y a intérêt que les acheteurs se manifestent, qu'ils arrivent à poser un bottom pour transformer une plus grosse structure et casser ce sommet, réintégrer la ligne de coût et casser ce sommet-là, où là on peut parler d'ATH, mais globalement si on n'a pas d'acheteurs qui se manifestent, c'est plus bas. Donc là, ceux qui veulent prendre des trades, pourquoi pas, mais invalidation sous la structure ou sous ce plus bas, parce que si on commence à décrocher, ouais, on peut aller bien plus bas. Voilà de ce côté-là sur les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai terminé de mon côté, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.